10 secondes. Bonjour à toutes et à tous, mais on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur la charge émotionnelle des RH. Alors, on va prendre le temps de vous accueillir tranquillement. Je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef du magazine Courrier Cadre et de My Happy Job. Vous pouvez, comme vous le faites, vous emparer du chat et nous dire bonjour. Vous pouvez nous dire quelle fonction vous occupez au sein des RH, quel poste, et puis peut-être aussi où vous êtes. Comme ça, nous, on verra un petit peu toutes les régions de France, et puis ça fera plaisir du coup aussi de voir un petit peu où vous êtes et qui vous êtes plus précisément. Alors, le webinaire va démarrer dans 2-3 minutes. Je vais prendre le temps de vous présenter mes deux invités aujourd'hui, Sylvie et Anaïs, qui sont à mes côtés. Et puis, on va vous faire participer parce que vous allez voir que le but du jeu, c'est aussi qu'on vous entende via le chat. Vous pourrez nous poser toutes vos questions. Et on va aussi vous soumettre un premier sondage sur lequel on s'appuiera pendant le webinaire pour savoir un petit peu, et vous, comment ça va? Si on vous parle de charge émotionnelle, on va vous demander dans le chat, vous allez voir un petit pop-up arriver normalement sur l'écran qui va vous demander un petit peu où vous en êtes par rapport à la charge émotionnelle. Si vous aviez une échelle de 1 à 10, est-ce que vous diriez que la charge, elle est plutôt légère, 1, 2 ou 3, ou non, ça commence à déborder et vous êtes plutôt entre 7, 8, 9 ou 10. Donc, prenez le temps tranquillement à la fois de vous présenter dans le chat et puis de répondre. Et comme ça, nous, on pourra vous donner des conseils le plus personnalisé possible pour voir un petit peu via ce mini baromètre les résultats s'affichent en direct pour voir un petit peu comment vous vous sentez et où vous en êtes. Donc, comme vous le voyez sûrement comme moi, les résultats apparaissent en direct. Et donc, au fur et à mesure que les participants vont se connecter, on aura une vision un peu plus précise. Donc, je vois plein de bonjours dans le chat de la région parisienne, mais pas que, de Marseille, de Meudon, d'Aix. Le Sud est bien représenté et plein de fonctions RH. Donc, du coup, c'est chouette dans des entreprises assez variées. Donc, continuez, n'hésitez pas du coup à répondre au sondage. Et du coup, l'idée, le chat vous servira aussi à poser vos questions pour vous expliquer un petit peu plus concrètement. On est ensemble pour 1 heure, donc on va échanger avec Sylvie et Anaïs pendant à peu près 45 minutes, 50 minutes. Et ensuite, on gardera 10 à 15 minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les partager tout au long du webinaire. Comme ça, on pourra du coup prendre le temps à la fin du coup pour y répondre et puis pour aller un peu plus loin que ce qu'on a déjà présenté tout ensemble. Donc, comme je vous le disais, on va encore attendre 1 ou 2 minutes parce que ça se remplit, ça continue à arriver. Si vous voulez vous prendre un petit café, un petit thé ou un petit verre d'eau, n'hésitez pas et on ne va pas tarder ensuite à démarrer. Hop. Alors, Sylvie et Anaïs, vous avez les résultats qui s'affichent aussi en direct. Comme ça permettra de rebondir. C'est assez partagé pour l'instant, hein. Il y a, on va dire, plutôt vers le milieu. Entre 5, 6 et 7, 8 qui remportent, on va dire, une large majorité à plus de 60. Mais c'est assez équilibré. Les deux extrêmes n'ont pas trop de votes. Hop. Alors, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Comme je vous le disais, l'idée, c'est de vous emparer du chat. Je vois qu'on a aussi des représentants de la Belgique, donc c'est chouette. Ça va être un webinaire international avec plein de domaines aussi différents d'activités. Donc ça, c'est chouette pour nous pour pouvoir après aussi s'adapter à vos profils. Donc pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous a lancé un petit sondage pour commencer, pour que vous nous disiez un petit peu où vous en êtes par rapport à votre charge émotionnelle en tant que RH. Si vous vous situez plutôt au bas de l'échelle au niveau 1, 2, c'est plutôt léger, ou si ça commence à déborder au niveau 9, 10. Et on voit que la majorité, pour l'instant, des répondants sont plutôt au milieu 5, 6, 7, 8. Mais 7, 8 est quand même bien représenté, c'est assez élevé quand même. Je ne sais pas si on peut commencer à intervenir, Fabienne, sur ces Oui, mais je vais vous présenter, comme ça, du coup, ça va faire le lien pour commencer le webinaire. Du coup, je vous présente mes deux invités aujourd'hui. Donc, pour parler de la charge émotionnelle des RH avec vous aujourd'hui, et on a vu que c'était la journée des RH, donc c'est un bon moment pour prendre soin de vous et puis pour essayer de vous aider au mieux dans cette journée pour justement penser à vous aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter du coup. Bonjour Sylvie Chauvin. Donc Sylvie, tu es psychologue chez Mocacare et tu es une ancienne DRH aussi. Oui, merci Fabienne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là pour vous parler et répondre à vos questions et parler de ce sujet-là. Avec ma casquette de psychologue donc chez Moca et de spécialiste sur les sujets de
qu'est-ce qui se passe quand j'ai trop de charges, notamment pour les DRH, et avec mon cœur qui bat aussi un peu plus fort parce que j'ai été DRH pendant 25 ans. Voilà, à une époque qui n'est pas si loin de ça, parce que c'était il y a à peu près plus de 10 ans. Voilà, donc ravie d'être là pour parler avec vous de tous ces sujets-là, c'est super. Très bien, et bien double casquette qui va nous intéresser. Bonjour Anaïs Georgelin. Bienvenue Anaïs. Alors, je ne te vois plus, mais ça ne devrait pas tarder. Est-ce que je t'entends? Alors, Anaïs, c'est un petit souci technique, c'est pas grave. Alors, je vais vous présenter Anaïs, le temps qu'elle réapparaisse. Donc, Anaïs est CEO d'une entreprise qui s'appelle So Many Ways. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'Anaïs est à la fois dirigeante et en même temps, So Many Ways accompagne aussi les entreprises. Donc, elle aura aussi une double casquette, à la fois elle en tant que dirigeante et du coup, en tant qu'observatrice avec les entreprises et les DRH avec qui elle est au quotidien. Du coup, le temps qu'Anaïs revienne en tout cas, parce qu'elle était là il y a quelques minutes, donc c'est qu'une question de 2 secondes. On nous dit dans le chat, c'est bon, vous avez du son, donc c'est très bien. Et ben on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc je le rappelle, parce que du coup, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver. Vous pouvez vous emparer du chat pour à la fois mais aussi, du coup, vous posez vos questions tout au long du webinaire. Est-ce que c'est bon, Anaïs? J'ai cru te voir. Est-ce que je te revois ou pas? Non, pas encore. Eh ben, on va démarrer tranquillement et je suis sûre que ça va faire arriver Anaïs. Alors, du coup, Sylvie, je vais démarrer avec toi pour poser un petit peu le sujet. Quand on parle de charge émotionnelle, de quoi parle-t-on exactement? Parce que c'est un concept qu'on peut confondre avec la charge mentale. Donc, du coup, Sylvie, pour commencer, est-ce que tu peux nous revenir sur la définition de la charge émotionnelle et d'où vient ce concept? Ok. Alors, la charge émotionnelle, c'est un sujet qui est vraiment important pour les DRH, que certains DRH connaissent. C'est vrai que avec Moka, on a des journées où on travaille avec les RH sur ce sujet de surcharge émotionnelle. Donc déjà, le premier concept, c'est issu des travaux de Harley Russell Hochschild, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui a montré que dans certains métiers, notamment des métiers plutôt sociaux, on a ce qu'on appelle le travail émotionnel. Alors au début, c'était plus sur des métiers qui s'intéressaient les assistantes sociales, et puis ça a touché aussi les stewards, les hôtesses de l'air. Et par exemple, on disait à l'hôtesse de l'air, en fait, il faut que vous puissiez sourire comme si vous étiez vraiment heureuse. Alors, je ne sais pas si déjà dans le public, là, dans les DRH, ça vous parle, mais moi, je vais vous prendre l'exemple d'un DRH qui est en CSE sur un sujet peut-être complexe. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets complexes, notamment de conjoncture. Et le DRH se sent dans l'obligation d'être toujours extrêmement positif, extrêmement souriant, alors que peut-être qu'en face de lui, il y a des gens qui le sont beaucoup moins. Donc, le travail émotionnel, en fait, c'est un acte de volonté où la personne va décider de contrôler, mais vraiment, ses émotions, non pas les gérer, mais les contrôler pour montrer qu'une partie. Et donc, c'est ce qu'on appelle la règle de sentiment, parce qu'elle pense, et je sais que tout à l'heure, Anaïs pourra vraiment parler de ça, le RH, il pense qu'il a un rôle à jouer, et que ce rôle à jouer l'oblige par rapport à ses émotions, à être d'une certaine façon. Voilà. La question du psy, c'est que quand on fait ça trop longtemps, on va générer de la fatigue émotionnelle qui peut même aller jusqu'à la fatigue compassionnelle. Mais j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Peut-être je laisse Anaïs réagir par rapport à ça, qui est revenue avec nous. Déjà, bienvenue Anaïs, ravie de te voir. Et est-ce qu'on t'entend? Merci. Et on t'entend. Eh bien, parfait, nickel. Alors, je t'ai présenté le temps que tu reviennes, mais du coup, je te laisse dire un mot parce que ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est que tu as une double casquette. Tu es à la fois dirigeante, du coup, CEO de So Many Ways, et via ton activité, tu rencontres beaucoup de RH, de DRH, vous accompagnez des entreprises, donc du coup, tu auras un peu un double regard avec nous aujourd'hui. Tout à fait. En 2 mots, nous accompagnons la transformation managériale des organisations. Donc, on fait de la formation et on a une application digitale d'ancrage pour rendre cela pour avoir vraiment un impact sur le terrain. Et effectivement, je parlerai avec mes 2 casquettes, de dirigeante et de personnes qui parlent toute la journée à des DRH et DRH. Alors justement, pour rebondir un petit peu sur la première définition que nous a donnée Sylvie, Anaïs, qu'est-ce qui, selon toi, pèse peut-être un peu plus aujourd'hui sur les épaules des RH, des DRH? Qu'est-ce que toi, on te fait remonter? Qu'est-ce qui peut peser en matière de charge émotionnelle?
vous tous et toutes qui nous écoutez aujourd'hui, vous le savez, le métier RH, il est sans cesse entre le marteau et l'enclume. On dit ça aussi des managers, mais alors pour les RH, c'est pire parce qu'il y a la direction, les collaborateurs et les managers, justement. Et ce qu'on entend, c'est que tout le monde renvoie un petit peu la patate chaude au RH. Les managers viennent, dès qu'ils ont le moindre problème, peut-être solliciter le RH. En se disant que c'est son rôle. Les collaborateurs ont des demandes, voilà, ça fait des années qu'on voit ça, mais ça ne s'améliore pas, j'ai envie de dire, qui peuvent sembler saugrenues, voire complètement parfois inatteignables pour le RH. Et puis la direction, dans une période qui est de crise quand même, voilà, on reste dans des périodes très tendues financièrement, sont en train toujours de resserrer la vis des finances. Donc finalement, c'est pas une chose qui pèse sur les RH, c'est un millefeuille qui continue de s'empiler et qui s'est extrêmement accéléré depuis le Covid et qui rend parfois le métier presque, on va se le dire, si vous êtes là, infaisable. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir. En tout cas, difficile et ça pèse sur les épaules. Sylvie, Anaïs parlait du contexte actuel de 2025. Qu'est-ce qui concrètement peut du coup créer de la charge émotionnelle pour les RH, les DRH? Est-ce qu'il y aurait quelques axes que tu voudrais mettre en avant? Alors, Sylvie. En fait, vous faites un tour de passe-passe toutes les deux. C'est pas grave, je vais continuer avec toi, Anaïs, et puis ça va faire revenir du coup Sylvie. Alors, on parlait du contexte, de qu'est-ce qui peut peser. Du coup, est-ce que toi, tu dirais qu'il y a une idée reçue peut-être à déconstruire et importante à déconstruire sur ce sujet de la charge mentale quand on est RH, parce que c'est un rôle particulier, tu l'as souligné dans l'entreprise, mais qu'est-ce qui, du coup, peut vraiment peut-être être un cliché qui alourdit encore peut-être la pression? Je pense que c'est, je ne peux pas, je dois être fort d'une certaine manière, je dois gérer en fait, je dois gérer, c'est mon rôle, c'est normal qu'on m'amène des problèmes et si je ne suis pas toujours en maîtrise, en contrôle, c'est que je ne suis pas un bon RH. Et ça, je pense que c'est une idée reçue. Je fais d'ailleurs un parallèle avec le leadership. Comme je vous disais, nous, on accompagne les managers et on passe beaucoup de temps à leur dire la même chose. Finalement, être en capacité de se mettre en position de vulnérabilité, de savoir dire quand on ne sait pas, de savoir poser des limites, c'est aussi pour ça, parfois, qu'on nous respecte et qu'on peut finalement bien faire son métier et être performant dans son rôle de RH. Sylvie, c'est important de déconstruire, du coup, je crois que tu es revenue avec nous, en tout cas, je t'aperçois. C'est une idée reçue qui peut vraiment peser au quotidien et c'est un peu comme celle qui pèse sur les managers. Et est-ce que selon toi, Anaïs, c'est un peu plus... Sylvie est revenue, du coup, je vais rebondir avec Sylvie. Anaïs vient de parler de déconstruire justement l'image du DRH ou de la DRH ou du RH qui doit gérer, et parce que c'est son job qui doit encaisser cette charge émotionnelle. Est-ce que c'est important, selon toi, Sylvie, tout simplement déjà le premier pas d'en parler et d'accepter, de se dire qu'on a cette vulnérabilité puis qu'on est humain après tout, quoi? Ah oui, désolée pour l'absence, on a une panne d'Internet. C'est hyper important et on le voit quand j'ai la chance d'animer avec Moka un groupe de DRH. Ce sujet-là, il arrive une fois qu'on est un peu en confiance. Parce que déjà, c'est super dur de se le dire. Et le RH, alors peut-être qu'Anaïs, je redis ce que tu as dit, mais il est là avec toute sa volonté de bien faire, d'être exemplaire. C'est vrai que ça fait mal parce que derrière, il y a un driver qui a un soi parfait. Ça veut dire que je ne m'écoute pas. Ça veut dire que j'ai un rôle. Et quand j'ai un rôle, je suis en dissonance. Alors ce mot, il est un peu gros, mais il est important. Je suis en dissonance cognitive. C'est-à-dire, alors que je voudrais, par exemple, montrer mon émotion et peut-être même consoler une personne, parce qu'en tant que RH, on m'annonce un sujet difficile, bien des DRH n'osent pas et restent un peu comme ça, un peu de marbre. Et d'ailleurs, on leur reproche parfois de manquer d'humanité, alors qu'au fond d'eux, c'est juste qu'ils pensent que c'est cette posture qu'il faut avoir. Donc oui, pour le DRH, montrer sa vulnérabilité quand on est dans des groupes de parole de DRH ou parfois chez Moka, on a par exemple une journée de formation rien que pour les DRH. Ce sujet, il vient et le DRH se dit, en fait, moi, ça me fait du bien de parler et de pouvoir dire ce que je ressens. Et donc, je repars plus léger. Et ça, c'est vraiment important de sortir de cette posture où j'ai l'impression que je me donne un rôle, parce que ce rôle, en fait, il va m'empêcher finalement juste de ressentir et donc d'être en bonne santé mentale. Je fais un peu vite.
Mais c'est intéressant en effet et c'est fondamental, c'est le premier pas. Et pour mieux comprendre la charge émotionnelle, Anaïs nous rappelait le contexte de 2025 qui est compliqué hein, avec les nombreuses sources qui peuvent être d'anxiété, les demandes des collaborateurs, que le RH est au carrefour de tout ça. Sylvie, si on devait objectiver un petit peu, quels sont les facteurs qui peuvent jouer et qui peuvent créer de la charge émotionnelle, si on devait en donner quelques-uns, et ça peut aider aussi déjà à identifier qu'est-ce qui peut peser. Conjoncturellement, par rapport... plus objectivement, justement, comme on a déjà évoqué le contexte. Oui, ok. Donc, en fait, ce qui crée de la charge émotionnelle, les RH sans doute connaissent déjà les facteurs de RPS, de risque psychosocial du rapport GOLAC, où dans le cas des documents uniques d'évaluation des risques, ils sont les premiers à devoir faire une évaluation de ces différents risques. Et ce qui pèse peut-être plus fort aujourd'hui que peut-être il y a 10 ans, quand j'étais DRH, ou il y a 15 ans, c'est ce qu'on vous a surligné, là, l'exigence émotionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un contexte qui a été chamboulé suite à la pandémie, dans un contexte, on va dire, international, où on a quand même des conflits dans plein d'endroits du globe, où on peut avoir d'ailleurs des salariés qui sont sur le théâtre de certaines opérations dans des pays en danger, où on a aussi l'hyperconnexion et donc une fragilité. On le sait, avec Moka, on a fait une grande enquête sur la santé mentale et on a vu que dans les chiffres, c'est une grande cause nationale, la santé mentale. Et oui, parce que notamment les jeunes vont moins bien. Donc cette notion d'exigence émotionnelle, elle est vraiment à souligner parce que ce qui crée de la charge, c'est ce moment où je n'ose pas dire, je me répète un petit peu, mais qui je suis. Du coup, il y a un risque, si je prends le DRH, au moins à 4 niveaux. Le risque par rapport à ma relation au collaborateur. Il y a des moments où le collaborateur peut... les collaborateurs que je gère ou les collaborateurs en interne sont en proie à plus d'incivilité. Moi, je pense à un client qu'on a chez Moka qui est beaucoup en contact avec des utilisateurs extérieurs sur des hotlines. Et les salariés qui sont sur ces hotlines me disent, mais ils se font de plus en plus agresser verbalement, insulter. Et eux, alors heureusement, la société a changé. On ne leur demande pas d'être comme les hôtesses de l'air de l'époque, de sourire. On leur dit que maintenant, c'est OK devant quelqu'un qui montre de l'agressivité, de dire, écoutez, monsieur, là, il y a de l'agressivité. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais raccrocher et je vous rappellerai dans 2 heures. Et donc, ça met fin. On aide les gens à avoir. Mais le DRH, lui, dans cette posture, il a du mal. Le DRH, du coup, il est de plus en plus en contact avec la souffrance et avec l'anxiété des équipes, des collabs. Et dans un comité de direction, souvent, il est seul. C'est-à-dire, dès qu'il y a un sujet un peu comme ça, on lui dit, c'est toi qui t'en occupes. Est-ce que c'est OK ou pas OK? C'est à débattre. Et puis, il y a aussi ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, il doit toujours être disponible pour tout le monde dans un moment où il y a de plus en plus de souffrance dans l'entreprise, en tout cas de mal-être, si ce n'est pas de la souffrance. Et dernier point, par rapport à la conjoncture économique, il y a encore un chiffre qui est sorti hier de la DARES qui montre qu'il n'y a jamais eu autant de plans sociaux aujourd'hui. Il y a pas mal de sociétés qui souffrent entre des PDV, des plans de départ volontaire, des PSE. Et bien, il y a de la peur dans l'entreprise. Il y a peut-être la peur de perdre son job, la peur et la peur de perdre des contrats, etc. Et donc, ça fait aussi, pour le DRH, un niveau. Donc, l'exigence émotionnelle, je pense que s'il y a un moment où le RH peut regarder un peu et écouter justement peut-être les conseils qu'on donnera d'un point de vue plus pragmatique, c'est ce sujet-là à mettre en avant. Anaïs, tu voulais réagir ? Oui, peut-être sur le fait, effectivement, la place du RH dans les comités de direction. Alors, déjà, il y a encore plein d'entreprises, quand même, on va se le dire, où c'est pas encore le cas. Donc, le problème commence ici, quand même. Comment on peut bien faire son métier, se sentir bien quand on n'est même pas reconnu par la direction de l'entreprise comme un rôle important. Et puis, malgré tout, les sujets avancent et il y a de plus en plus de DRH dans les comités de direction, mais tu l'as dit, Sylvie, quelle place on leur donne, quel soutien on leur donne. Et ce que je vois, pas plus tard qu'hier, j'ai une de mes clientes qui m'appelle, qui est DRH, un peu en panique. Bon, Anaïs, non, on a des super résultats, mais c'est pas assez, ça va pas assez. Et quelque part, elle me transmet un stress comme ça que factuellement, je n'arrive pas à attraper. Donc, je questionne, j'essaie d'appréhender les choses et en fait, je comprends que c'est son comité de direction qui lui met une pression de dingue et qui fait que finalement, ça va se retranscrire derrière.
Et c'est des RH à qui on dit fais, tu te débrouilles, tu n'as aucun soutien, mais au bout d'un moment, on retape sur la table en disant c'est quoi les résultats, je veux du concret, alors qu'on sait que sur les sujets humains, c'est impalpable, c'est difficile. Bon, bah voilà, je pense que ça, c'est aussi ce que vivent nombre de DRH aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, on a dit l'importance, du coup, déjà de prendre conscience. Donc, avec les différents facteurs, je trouve que c'est chouette pour justement pouvoir objectiver, puis se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Ça fait bien aussi. Et peut-être, oui, Fabienne, de mesurer. Oui. J'ai oublié de dire ça, excuse-moi, mais du coup, de mesurer, c'est-à-dire prendre conscience, mais aussi de mesurer, c'est-à-dire par rapport à ce que dit Anaïs, c'est vrai que le RH, par moment, il est seul. Il peut encore, malheureusement, manquer de data pour convaincre. En fait, il faut parler le langage de son comité de direction. Et là où je pense qu'on peut les aider, en tout cas c'est la vision qu'on a chez Moka, c'est de les aider à mesurer. Par exemple, on fait un audit où on mesure en fait les risques RPS du rapport GOLAC. Enfin, nous, on a un audit qui est vraiment basé là-dessus, mais qui permet au RH de remplir son document unique d'évaluation des risques, donc quelque part de faire son métier, d'avoir des éléments pour discuter avec la direction, d'avoir des éléments pour discuter avec les managers et pour discuter avec le CSE. Et là, on a un rapport chiffré qui nous permet de se dire, sur ces items et aussi sur d'autres, comment je me situe. Comment je me situe par rapport à la concurrence. Et là, je peux parler et demander des moyens. Parce que si ce que nous dit Anaïs, effectivement, le DRH, il est tout seul, il n'a pas de moyens, et en plus, son rapport, il est dans le rouge, il va peut-être avoir des arguments pour convaincre et trouver de l'aide et se faire accompagner. Alors, ce qui est parfois difficile quand on parle de charge émotionnelle, c'est justement aussi de repérer un petit peu les signaux. Qu'est-ce qui peut nous alerter pour soi et puis pour les autres. Donc, Sylvie, est-ce que tu peux nous donner quelques signes à quoi on doit faire attention pour se dire que la charge, là, peut-être qu'elle est un peu trop lourde? Ok. Alors, j'ai envie de te répondre déjà par un premier élément qui est de se dire, ça je le fais souvent en patientèle, en cabinet avec des patients, des salariés qui eux, n'ont pas vu ces petits signaux et donc à un moment, ils sont arrivés à un état où ils se sont arrêtés. C'est déjà se poser la question, comment je sais que je suis en bonne santé? Donc, c'est pas tout, comment je sais que là, j'ai mes ressources et je suis en pleine forme? Par exemple, à des gens, moi quand je suis en pleine forme, je n'ai pas besoin de mon réveil le matin. Je me réveille toute seule avec potentiellement le chant des oiseaux, s'il y a des oiseaux près de chez moi. Alors que quand je ne suis pas en forme, ça va être très difficile. Donc moi, j'invite chacun à déjà repérer ces signes de bien-être. Comment je suis quand je suis bien en forme? Et je vais voir une lente dégradation. Ce qui compte, c'est de voir le changement. Okay, on peut se dire qu'on va regarder les signaux sur les 3 étapes. Déjà sur le plan du corps. Donc un des premiers signaux, c'est le sommeil. Le sommeil est le gardien de notre bonne santé mentale. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, il y a plein d'incidences. Je suis jeune parent, peut-être que mon sommeil il va être un peu abîmé par mon enfant, ce qui est un peu normal. Mais en dehors de ces périodes de vie, comment c'est mon sommeil, okay? Et donc, plein de troubles aussi corporels. Donc, je peux avoir ils sont indiqués sur la slide. Après, vous avez des signaux de surcharge sur le plan cognitif. J'en vois souvent un chez les personnes qu'on accompagne chez Moka. C'est un moment des gens qui vous disent qu'ils sont pourtant très brillants, très, très, très performants, ils n'arrivent plus à se concentrer. Ils n'arrivent plus à mémoriser. Ils n'arrivent plus à faire une tâche simple. Donc, des signaux qui montrent que cognitivement, c'est compliqué. Okay, et puis, comportementalement, c'est important de remarquer ce qui change. C'est-à-dire, alors que d'habitude, je suis quelqu'un de cool, de sympa, je suis DRH d'ailleurs, et j'ai choisi ce métier parce que j'aimais les gens. Je ne me sens pas très bien, les gens m'agacent, je me sens un peu irritée. Voilà, donc en fait, quand on intervient dans les entreprises, l'équipe des psychologues, on aide en fait les DRH et puis les managers aussi à comprendre ces signaux et à repérer le plus tôt possible ces petits changements. Anaïs, tu souhaiterais compléter? Qu'est-ce que toi, par rapport à ton vécu de dirigeante et quand tu échanges avec des RH ou des DRH, qu'est-ce qui doit nous faire tilt selon toi? J'ai envie de répondre effectivement aux 2 niveaux. Alors, chez mes clients, je vois, en fait, souvent, nous, on les repère. On en parle avec mon équipe, mon équipe CSM, hein, donc ceux qui accompagnent la mise en œuvre des projets, qui sont en lien tous les jours avec des DRH. Ça nous arrive très régulièrement de dire « Oh là là, cette personne-là, elle est en train de… Enfin, ça ne va pas, quoi ». Et quand on est prestataire, qu'on ne travaille pas dans la même entreprise et qu'on arrive à le ressentir, je vous laisse imaginer à quel point ça doit être ressenti par les autres. Et ça, c'est assez intéressant, ce que tu dis, Sylvie, c'est qu'on est souvent le dernier à s'en rendre compte. Et autour de nous, tout le monde voit qu'il y a un sujet. Sauf que on n'ose pas toujours nous le dire.
En plus, on est sensible dans ces moments-là. Et selon comment notre personnalité, la sensibilité, elle peut se traduire par soit du pleur facile quand on est en zone de fragilité, soit peut-être par une colère un peu plus explosive. Donc, les gens n'osent pas forcément nous dire, mais ça se voit, ça se sent, et y compris de l'autre côté de l'écran et en dehors de l'entreprise. Donc, voilà. Et peut-être pour vous répondre aussi avec un regard plus personnel de ma vie de dirigeante, on flirte souvent, je veux dire, tout ce qu'on va se dire là, ça s'applique aussi aux dirigeants. On est dans la solitude aussi, et on a ces moments où on a une grosse charge émotionnelle, une grosse charge de travail aussi, beaucoup de pression. Et récemment, j'étais dans cette situation-là. Vraiment, là, je parle d'il y a 2 mois. Donc, il y a 2 mois, et je fais un séminaire avec mes pairs dirigeants. Et je termine ce séminaire de vous à moi en pleurant. Tellement j'ai pris conscience dans ces 2 ou 3 jours où j'ai eu une soupape de tout ce que je portais et à quel point c'était devenu difficile pour moi. Et j'ai notamment un ami, enfin pas un ami d'ailleurs, mais un père qui était là, qui me dit « C'est marrant, tu as choisi un métier avec les gens, mais tu n'aimes plus les gens. » Vous savez, cette petite phrase si simple, mais alors ça m'a percutée. Je me suis dit, mais il a raison, en ce moment, ma coupe est pleine, je n'y arrive plus. Et voilà. Et donc le regard comme ça, le miroir de l'autre, comment on y est attentif. Après, j'aurais d'autres choses, mais peut-être un peu après dans le déroulé à vous décrire. Enfin, je te laisse me guider. Avec plaisir. Mais merci Anaïs pour ce partage. C'est précieux, je trouve, d'oser de partager cette parole-là, et je pense que ça fera du bien à beaucoup de monde, parce que je vois par exemple Valérie qui dit « Malheureusement, je m'aperçois ce matin que j'ai beaucoup de signaux dans le rouge ». Donc, on va passer après aux solutions. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous donner des solutions très concrètes, à la fois individuellement et collectivement. Et on a aussi un retour de Claire qui est intéressant, qui nous dit en général, les problèmes de sommeil sont souvent ignorés ou mis sous le tapis. Puis c'est peut-être plus largement un problème. On est souvent dans le déni, Sylvie. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va tenir. Ça va passer, c'est transitoire. Mais oui, c'est ça. Merci Anaïs pour vraiment ce partage. Et ce que tu nous dis, en fait, on l'entend beaucoup en cabinet, on l'entend beaucoup chez Moka, et on entend aussi des gens qui nous disent, en fait, vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'accompagnement, vous m'avez aidé à éviter d'avoir un burn-out. Alors, comment on fait pour aider à éviter de faire un burn-out? Alors, peut-être précision, tu as raison Fabienne, le burn-out, c'est d'abord la maladie du déni. Okay, souvent, je dis aux patients qui sont là, qui ne veulent pas s'arrêter, ou des DRH qui sont très impliqués, là, c'est peut-être le moment de faire une pause, parce que tu es en train d'être en déni de tout ton entourage qui te dit là, ça ne va pas. Donc, je dis souvent que, parce qu'il faut vraiment comprendre que ce déni, il est fort. C'est l'expression peut-être de la maladie. Le burn-out, les boutons, le déni est au burn-out ce que les boutons sont à la varicelle, pour montrer que c'est vraiment... Une bonne image. OK. Alors, le burn-out, c'est 3 choses. D'abord, il faut dire que quand on a un burn-out, je ne sais pas, une semaine, je m'arrête et après, je vais mieux. Voilà, là, j'ai fait un burn-out, comme parfois j'entends malheureusement dans les entreprises. Un burn-out, c'est un effondrement complet avec 3 dimensions. Là, je vous donne la définition du docteur Machelin. D'abord, il y a un sentiment d'épuisement physique, mais terrible, physique, où globalement, c'est comme si on avait un très gros Covid. Dans les premiers Covid, on n'arrive plus à tenir debout. Il y a des RH qui me disent, ou d'autres personnes qui me disent, en fait, j'y arrive plus là. Je suis partie ce matin, j'ai pris le métro, et en fait, je me suis assise, ma tête tournée, et j'ai dû rentrer chez moi, ou même j'étais envoyée aux urgences à l'hôpital. Surtout ne pas en arriver là. Donc, épuisement physique. Deuxième critère, on en a un peu parlé depuis le début, c'est la perte d'empathie. Ça, c'est vraiment un truc à repérer. J'aime les gens, j'ai fait ce métier parce que j'aime les gens, et en fait, je me rends compte que je suis irritable. Les gens m'énervent. Et bien évidemment, j'ai aussi des symptômes de l'habilité émotionnelle. Je passe un peu du coq à l'âne, je pleure sans raison. Souvent, quand je demande aux personnes, c'est quoi ton émotion, ils me disent la fatigue. Mais la fatigue, c'est pas une émotion, la fatigue. Okay, mais en revanche, je suis en l'habilité émotionnelle, mes larmes coulent, quoi que je fasse. Et le 3e critère, où là aussi, il faut surveiller, c'est important, et on va le mettre plutôt dans les plans d'action positifs, c'est que tout ce qui me faisait du bien, en fait, j'ai arrêté. Et là, on voit que toutes mes activités, je ne sais pas si Anaïs, ça a été un truc pour toi, mais tout ce qui me faisait du bien, la natation, la céramique, je ne sais pas, faire une bonne bouffe avec des copains, tout ça, j'ai stoppé parce que j'étais dans mon travail. Ah ouais, voilà. Ça parle beaucoup. Anaïs ?
Oui, bah, alors du coup, pour aller un peu plus en profondeur sur ce que moi j'ai vécu et peut-être ce que j'ai mis en place, déjà j'ai déjà fait un burn-out il y a une dizaine d'années avant de me lancer en tant qu'entrepreneur. Et pour le coup, dans tout ce que tu amenais sur les facteurs de risque, moi j'étais surtout en conflit de valeurs à l'époque. Conflit de valeurs, voilà, j'étais dans une entreprise sociale qui était un petit peu, on sauve le monde, mais on fait beaucoup de mal aux gens. J'avais 25 ans, j'ai pas bien compris ce qui m'arrivait et ça s'est traduit me concernant par de l'eczéma. Donc, tu parlais de boutons tout à l'heure, voilà, hein, jusqu'à ce que je termine un tube de cortisone pour la première fois de ma vie et que je me dise, voilà, là, ça ne va pas du tout. Pour que j'en arrive là, j'étais au fin fond de la montagne, je m'en rappelle, en randonnée avec mon tube de cortisone, vous voyez, en plein été, là, je me suis dit, ça va pas. Pas possible. Et effectivement, là, le déni était très, très important et là, j'ai franchi la ligne rouge. Dans la situation plus récente que je vous ai décrite, je n'ai pas franchi la ligne rouge, mais j'ai été proche de la franchir. Et je trouve que c'est pour ça que c'est très important de se dire tout ce qu'on se dit là, parce que si tu prends le sujet à temps, ça va en fait. Tu vois, moi, on est 2 mois après. Je recroise, pas plus tard que la semaine dernière, les personnes qui étaient là à ce séminaire avec moi, qui sont presque avec des pincettes. Ça va, Anaïs? Et oui, je vais très bien. Je vais très très bien parce que j'ai réussi à prendre le sujet à temps et du coup à agir pour retrouver de l'énergie dans ces moments-là. Et parmi les choses que j'ai faites à mon échelle, j'ai pris 3 décisions et je vais vous parler de manière très transparente et très... Enfin voilà, l'idée c'est que ça vous soit utile. La première, c'est que j'ai bloqué ce que j'ai appelé la journée de la grappe. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, dans mon agenda, j'ai bloqué une journée de rien. L'intention, quand je l'ai posée, c'était 0 objectif, 0 réunion. J'avais d'ailleurs initialement comme intention d'essayer de ne pas travailler. Alors, en tant que dirigeante potentiellement un petit peu workaholic, on va quand même se dire les choses. La vraie vie, c'est plutôt que je travaille souvent presque tous les jours, même si le week-end, c'est voilà, 1 heure, 2 heures par jour. Mais bon, et que je sortais d'une période où ça avait été particulièrement intense, puisque Clio, avec qui je travaille, était en congé maternité. Donc forcément, vu qu'elle a un rôle clé dans mon entreprise, j'ai dû faire 2 jobs. Et qu'en plus, j'avais un bébé moi-même qui ne dormait pas beaucoup. Donc, cette journée de la grappe, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois que j'ai pris la décision, rien que de prendre la décision et de libérer l'agenda, ça m'a donné de l'air. Je me revois le matin de ce jour-là à me dire, mais cette liberté, elle est salutaire. Ce qui est intéressant, c'est que presque 3 mois après, honnêtement, la plupart de ces journées de la grappe, je travaille. Pas toute la journée et pas comme d'habitude. Et en préparant ce webinaire, ce que je me suis rendu compte, c'est que pourquoi c'était si positif, c'est que j'ai en réalité 0 charge émotionnelle. Parce que qu'est-ce qui va donner de la charge émotionnelle dans mon métier de dirigeant? Et c'est pareil pour vous, les DRH, les RH, c'est qu'on vient toujours toquer à votre porte avec des problèmes. C'est notre job. Et donc ce jour-là, ni mes équipes, ni mes clients ne m'amènent des problèmes. Je regarde très peu mes emails, uniquement à un moment où je les choisis. Je ne décroche pas au téléphone. Donc je ne suis pas... j'ai un espace pour me ressourcer finalement, vous voyez. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en ayant mis ça en place, je travaille uniquement sur des choses qui me donnent de l'énergie et qui du coup vont m'apporter de la satisfaction. Donc moi, ça m'a permis de renouer avec ma petite flamme intérieure, ce qui m'anime dans mon métier, que j'avais un petit peu, c'est ce que tu disais Sylvie, hein, perdu, mis de côté. Hein. Et c'est revenu très vite finalement en prenant cette mesure-là. Et après, j'ai fait 2 autres choses dans ma vie personnelle. C'est que j'ai décidé de me faire accompagner par un professionnel en me disant là, ok, ça a beau être mon métier, en fait, j'ai pas d'espace à moi pour décharger ça. Et ça m'a fait un bien fou quand on trouve les bons accompagnants. J'en avais déjà eu par le passé, mais voilà, c'est nécessaire et j'en parle parce que même si la santé mentale se démocratise, en tant que dirigeant, dire en fait, dans ma journée de la grappe, vous savez quoi, je vais chez le psy. C'est quand même encore tabou, hein. Alors que c'est tellement nécessaire dans nos métiers. Voilà pour mon témoignage. Et peut-être pour faire le lien avec vous, comment vous pouvez vous l'approprier. Alors, évidemment, étant ma propre patronne, quand je décide de faire ça, on peut se dire c'est simple. C'est moi qui ai choisi. C'est pas si simple que ça, parce que vous avez des équipes, un regard des autres à gérer.
Vous avez un agenda qui a l'habitude d'être surchargé, c'est le cas, hein. Et finalement, une fois que j'ai pris cette décision, c'est comme si les planètes s'étaient alignées et ça a été d'une facilité déconcertante. Donc, je vous partage ça parce que c'est aussi, je pense, nos pires ennemis, c'est les freins qu'on se met à soi-même. Et que même si vous êtes salarié, je ne vous dis pas que vous pouvez tout faire, bien sûr, mais pas privilégier, mais sanctuariser un moment, un espace de zéro charge mentale et l'expliquer et donner du sens à ça aux gens avec qui vous travaillez et pourquoi, je pense malgré tout que la première limite, c'est celle qu'on se met comme toujours à soi-même. Merci beaucoup Anaïs, parce qu'il y a plein de choses très pratiques et concrètes et il y a beaucoup de merci pour ton témoignage très authentique dans le chat, donc je te les transmets parce que je pense que ça fait du bien aux gens aussi d'entendre la vraie vie et pas voilà, ce qu'on peut parfois voir les autres et on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et ça fait du bien d'entendre aussi qu'on n'est pas seul peut-être à être un petit peu parfois dans le rouge. Sylvie, quelle bonne pratique tu souhaiterais partager à l'échelle individuelle? Qu'est-ce que tu conseillerais au RH? Peut-être ceux qui étaient dans l'échelle qu'on a proposée au départ, au-delà de 6-7 et puis peut-être aussi en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors en prévention, en fait, sur cette slide, vous avez globalement les 5 propositions qu'on a chez Moka quand on accompagne des entreprises. Le premier, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de nous, Moka. C'est revenir aux fondamentaux. Et je me souviens, c'est une DRH qui était venue nous parler de comment elle avait tenu dans le cadre d'un très gros plan social qu'elle avait mené où elle fermait l'entreprise et ça se fermait avec d'ailleurs son poste, c'est elle qui partait en dernier. Donc elle s'était fait accompagner, etc. Mais elle nous disait, dans ces moments-là, d'ailleurs son coach lui rappelait, revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, bien dormir, manger, bouger. C'est bête, mais si j'ai pas ça, le reste, en fait, ça va être difficile. Donc revenir aux fondamentaux, penser à ça et soi-même se dire commencer. Comme Anaïs, quand ma dernière vie de RH a été, ma dernière année de RH, il y a 12 ans, a été tumultueuse. J'étais pas bien. C'était vraiment important pour moi d'arrêter parce que là, j'étais effectivement plus en accord avec ce qui se passait dans cette entreprise. Donc, et je pense que j'ai pas su revenir au basique. Maman en plus avec 3 enfants, etc. Et donc, j'ai oublié un peu ces basiques, ce qui a fait que j'ai vraiment été dans le rouge. Le fait de repartir en psychologie, de me reformer m'a vraiment aidée, puisque finalement, je suis revenue à mes premières amours, je me suis reformée en psychologie, et quelque part, c'est comme si je m'étais fait accompagner, en fait. Donc, se faire accompagner, c'est vraiment aussi fondamental. Si possible, j'ai envie de vous dire, on se fait accompagner par sa famille, par ses proches, et ça, c'est son soutien social. Mais trouver un professionnel, voilà, ça viendrait à personne l'idée de transmettre sa voiture à un problème, d'aller voir l'épicier du coin, lui dire répare-moi ma voiture. Mais non, en fait, je vais aller chez un garagiste. Donc, si je ne vais pas bien, je vais chez un professionnel. Okay, donc, ça, c'est vraiment important, avec une clé pour les DRH. Moi, je n'ai pas eu ça quand j'étais DRH et on n'en parlait pas et ça n'existait pas. Et aujourd'hui, je suis contente de voir que c'est… Mais la supervision, moi, en tant que psy, c'est obligé, en fait, dans mon code de déontologie, dans ma pratique, d'avoir une supervision. C'est quoi une supervision? C'est qu'on va se retrouver soit individuel, soit en groupe, les deux, mais je vais parler avec quelqu'un de ce que je vis dans ma pratique de psychologue. En tant que DRH, on a potentiellement plein de cas différents entre l'accompagnement d'une personne qui perd son job, l'accompagnement d'une personne qui est aidante et qui perd ses parents et qui vous en parle, ou un enfant. Enfin, il y a plein de sujets potentiellement traumatiques. Et en fait, je suis toute seule. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait du droit, j'ai fait je ne sais pas quoi, et personne ne m'accompagne. Donc vraiment, la supervision, quand on organise ici chez Moka.care des supervisions, on a un groupe parfois de 8-9 DRH, soit une équipe qui se connaît, soit des DRH de différentes entités. Et le seul fait de pouvoir poser ça, d'entendre l'autre et d'avoir quelques parfois éclairages un peu psychologiques fait que je me sens moins seule par rapport à ces sujets. Je partage et je repars avec des meilleures idées. Donc, se créer un cercle de soutien en interne, avoir dans son équipe, en fait, je conseille à chaque DRH d'avoir une personne. Alors, parfois, c'est dans le CODIR, parfois, c'est dans son équipe. Ça dépend de la confiance qu'on a, quoi qu'il en soit, de la hiérarchie, de lien de subordination, c'est pas ça qui compte, c'est le lien de confiance. J'ai quelqu'un, quand je sors d'une situation difficile, imaginons, je sors d'un CSE, parce qu'on parle beaucoup des CSE pour l'instant, où parfois c'est complexe, ça a été agressif, violent, ou je ne sais pas quoi,
je peux aller décharger tout de suite auprès de quelqu'un dans l'entreprise qui est OK pour m'écouter et qui joue ce rôle-là. OK ? J'ai mon partenaire d'expression émotionnelle et ça m'évite d'avoir cette charge. Je peux le dire. OK ? Enfin, merci pour la journée de la grappe, c'est super. S'autoriser des pauses de respiration. Alors, ça peut être des journées, ça peut être aussi, moi, je conseille le RMM, le rendez-vous avec moi-même, tous les jours, à 4 heures. Pourquoi 4 heures ? Parce que 4 heures, c'est quand même, quand on était petit, l'heure du goûter. Avec le pain au chocolat, enfin, un truc un peu. Et en fait, à 4 heures, pourquoi en fait ? Je vous dis 4 heures. C'est parce que je me suis rendu compte en accompagnant des gens qu'il y a un autre signe qu'il faut prendre en compte, que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est la succession de journées ratées. Je suis DRH. J'avais prévu de travailler sur un accord, je ne sais pas quoi, temps de travail hyper intéressant. Mais en fait, tous les matins, j'arrive, je me fais globalement tous les problèmes des gens, je me les prends sur les épaules, ce que j'appelle des petits singes. Et en fait, je n'ai pas travaillé sur mon sujet fondamental. Je rentre chez moi, j'ai l'impression d'avoir une journée ratée parce que je n'ai pas réglé mes sujets. Et j'ai peut-être réglé 50 000 petits trucs, mais ce n'était pas mes sujets. Et du coup, j'ai une journée ratée. Pour éviter d'avoir une journée ratée, à 4 heures, je me prends 5 minutes de pause. D'abord, je respire, je m'aligne avec mon corps. Là, je fais un peu de cohérence cardiaque. On a l'appli sur Moka. Vous avez vraiment faites-le. Et je me dis, comment c'est ma journée ? Comment je me sens là ? C'est quoi mon émotion ? Comment je me sens ? Et en fonction de comment je me sens, de quel besoin j'ai. Si je m'étais dit, je dois faire ce truc-là, je m'isole et je le fais vraiment. Et je rentre chez moi avec l'impression d'avoir réalisé quelque chose et de pas, justement, d'être plutôt dans l'accomplissement. Okay ? Et le dernier point, ce qu'Anaïs nous a fait, et merci, de montrer sa vulnérabilité. Je suis DRH, pas besoin d'être exemplaire. Mon exemplarité, mon costume de DRH, il est au placard. Ça, c'était les années 80. Les années 2025, je peux dire ce que je ressens. Et même en comité de direction, et peut-être petite précision aussi, tout à l'heure, Anaïs, tu nous as dit, oui, mon métier, en fait, c'est peut-être de prendre tous les problèmes, et pas que. Je peux aussi, par moment, au comité de direction, quand le directeur commercial dit, ben voilà, moi j'ai un problème avec ça, lui demander qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à ça. RH, ce n'est pas la direction des problèmes de toute l'entreprise. Je ne suis pas OK avec ça. RH, c'est un accompagnement à aider à y voir clair, mais du coup, je n'ai pas à prendre sur moi toute cette charge émotionnelle des problèmes de toute la boîte. Alors justement, avant qu'on passe à l'échelle un peu collective et qu'on parle des solutions qu'on peut mettre en place au niveau de l'entreprise, il y a Christelle qui nous dit aussi dans le chat, et elle a raison, l'importance de poser ses limites. Alors Sylvie, si tu devais nous donner quelques conseils, ce n'est pas forcément facile de poser ses limites au quotidien, ce serait quel conseil tu souhaiterais nous partager ? Alors, souvent, on a une petite formation ici, c'est qu'est-ce que c'est qu'apprendre à dire non ? Déjà, quand je dis non à quelqu'un, peut-être que je dis oui à moi, à ma santé. Le premier phare, quelque part de toute notre vie, qu'on soit DRH, c'est quand même notre propre santé. Okay ? Donc, si à un moment, je dis oui à ma santé mentale, c'est ça la priorité. Et peut-être que ça va m'aider que de dire non peut-être je sais pas, au sujet de telle personne, parce que je vais dire oui à ma sujet. Premier, donc, quand je dis non à quelque chose, je dis oui à ma santé. Et deuxième sujet, je ne prends jamais les sujets comme ça quand je passe à la café et qu'on me dit « Ah tiens Sylvie, je suis contente de te voir là, est-ce que tu pourrais traiter le cas de je ne sais pas quoi ?» Non. Je t'invite à prendre un rendez-vous sur mon agenda. Ce sujet est sérieux, mérite du temps et j'arrête de prendre les sujets à la volée. J'attends qu'il y ait une demande d'aide qui soit exprimée et je n'anticipe pas les sujets. Souvent, le RH, il est très fort, il sait anticiper les sujets, il essaye de faire en sorte que tout se passe bien. En fait, non. Il peut aussi attendre qu'on lui exprime une demande et c'est peut-être une meilleure posture pour pouvoir y répondre. Je ne sais pas si tu réponds là bien à la question. Oui, tout à fait. Non, c'est très clair et ça apporte des choses pratiques. Alors moi, j'ai une question à vous poser avant de passer aux questions des participants et participantes. Alors n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat et je serai un peu votre porte-parole d'ici, on va dire 5 minutes. Donc n'hésitez pas à les partager dans le chat et je les relayerai avec grand plaisir à Sylvie et à Anaïs. Alors pour terminer de notre côté, est-ce que vous pourriez chacune, peut-être Anaïs, d'abord partager des solutions au niveau collectif? Parce que là, on a expliqué ce que chacun on pouvait faire en tant que RH pour soi, mais il y a aussi une responsabilité de l'entreprise. Tout ne se joue pas individuellement, c'est aussi dans un environnement de travail, dans une culture d'entreprise. Anaïs, si tu avais des choses, on va dire, au niveau collectif, qu'est-ce que tu souhaiterais partager ?
Oui, alors peut-être deux points juste avant de répondre à ta question. Oui. Déjà, je me rends compte que je vous ai parlé de la journée de la grappe, mais je ne vous ai pas dit pourquoi la journée de la grappe. Et je pense que c'est quand même important. C'est la journée où on et je me lâche la grappe. Vous voyez, et dedans, il y a le jeu que tu mentionnes aussi, Sylvie. Finalement, comment dire non aux autres, c'est aussi se dire oui à soi-même, mais attention à ne pas devenir notre propre bourreau aussi. Et aussi, on parlait du comité de direction, etc. Moi, j'ai eu un témoignage assez fort récent chez mes clients que je voulais mettre ici. C'est, bon, bah, là, on a une journée pour les RH qui arrivent et en fait, faut qu'on en fasse quelque chose de bien parce que notre équipe va pas bien. Notre baromètre d'entreprise montre à quel point, bah, finalement, c'est les RH qui vont moins bien dans l'entreprise. Donc, c'est quand même amusant, entre guillemets, hein, de manière cynique. C'est eux qui envoient les enquêtes d'engagement et de bien-être. Et puis, bah, les résultats, c'est que c'est eux qui vont les moins bien. Et que finalement, bah, et ça fera le lien avec ta question, c'est très difficile parce qu'il y a une direction qui dit « Non, mais les RH, c'est leur job. Donc, ils n'ont pas besoin d'aide. » Et donc, finalement, bah, aller aussi faire preuve de ce fameux courage managérial quand on est le DRH, d'oser amener ce sujet face à son comité de direction pour dire, bah, en fait, au contraire, nous sommes les équipes qui avons le plus besoin de soutien parce que même si c'est notre job, au quotidien, on vient nous amener ces sujets-là. Donc voilà, je pense que c'est aussi, désolée, j'en rajoute un petit peu sur finalement les épaules du DRH, mais je crois que ça fait partie aussi de son rôle de pouvoir porter ce message-là pour soutenir son équipe et autoriser, on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, aussi les équipes à dire bah là, moi ça va un petit peu moins bien. Sur les solutions collectives, en complément, ce que moi j'avais envie de parler et qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est les managers. Il y a souvent quand même, je le disais en introduction malgré tout, les managers qui viennent déverser les sujets sur les RH et le RH qui a envie de bien faire, qui se dit que c'est son métier, bah, qui répond au sujet des managers. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, finalement, ils prennent jamais, on se met un petit peu en position de sauveuse ou sauveur et les managers bah, prennent pas l'habitude de faire autrement. Et il y a une pratique que je trouve intéressante qu'on a mis en place chez un client, outre le fait de former et de donner les clés au manager, parce que je veux dire, si le manager ne prend pas le rôle, c'est que parfois il ne sait pas comment, hein, c'est de mettre en place des rendez-vous RH. En l'occurrence, c'était un enjeu autour de l'absentéisme, qui sont menés par le RH, qui deviennent des facilitateurs de ce moment-là, mais animés davantage comme en posture de coaching ou de facilitation. Pour créer un espace de co-dev et d'entraide entre les managers où finalement, bah, le manager va poser ce problème, mais va le poser dans le collectif et pas uniquement face au RH, pour que, ils puissent s'entraider entre eux. 2, que si le RH amène un élément de point de repère, il ne le passe pas à une personne, mais à un collectif de managers pour résoudre des problèmes opérationnels, hein, dans tous les cas. Mais voilà, c'est un peu des petites astuces pour essayer de faire grandir et de responsabiliser aussi nos communautés managériales, comme on peut le faire quand on est dirigeant avec son codir. Je terminerai sur ça. Typiquement, dans mon témoignage, vous parliez de vulnérabilité. Ben moi, quand j'ai eu cette phase-là, je l'ai dit à mon comité de direction. Je leur ai dit, écoutez, en ce moment, ça va moins bien. Et ce qui s'est passé, bah, c'est qu'ils ont pris un peu plus sur eux. Ils m'ont même dit, et je trouve intéressant, Anaïs, en fait, tu n'es pas obligée de tout porter. On est là. Et on est suffisamment grand parce qu'ils ont compris mon biais naturel pour que si jamais c'est trop pour nous, on te le dise. Et tu parlais d'anticipation tout à l'heure, Sylvie. J'anticipais que si je leur en donnais plus, c'est eux qui n'iraient pas, donc je prenais sur moi. N'importe quoi. C'est hyper intéressant d'avoir, je trouve, ton retour et ton vécu. Sylvie, qu'est-ce que tu souhaiterais du coup partager, toi, comme solution à l'échelle collective ? La politique des petits pas. La politique des petits pas en disant, enfin 2 choses. Oui, on commence par les équipes RH et si possible par un comité de direction. En tout cas, quand on intervient chez Moka, c'est comme ça qu'on fait. Équiper les RH qui ne sont pas équipés en général pour traiter de ces sujets-là. Une fois qu'on a formé les RH, c'est simple, hein, une formation, ça peut être déjà une journée ou 2 journées où on va vraiment leur apprendre les basiques. On peut créer, et ça on l'a fait chez pas mal de nos clients, notamment dans les grandes entreprises, parce que c'est compliqué de pouvoir former tout le monde.
on va créer des ambassadeurs de la santé mentale. On va s'appuyer sur un collectif. Il y a plein de gens dans l'entreprise qui ont envie de faire ça, parce que ça donne du sens aussi à leur travail, et ça permet un meilleur engagement. Et donc, on va former ces ambassadeurs comme des sentinelles dans l'entreprise, à repérer les signaux faibles, à dire comment ça va sur une échelle de 1 à 10, pas juste comment ça va. Apprendre vraiment à mesurer comme ça, voir les petits signes. Et puis, ça, c'est le premier axe, politique des petits pas. Le deuxième axe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est on va mesurer. Le RH, il faut vraiment qu'il parle le même langage que son comité d'exécution, son comité de direction. Donc, on mesure, on fait des audits, c'est très simple et ça peut vraiment aider. Tout ça pour éviter de faire ce qui arrive parfois. C'est-à-dire que le RH, finalement, on lui dit « t'as pas de budget, t'as pas de budget, t'as pas de budget ». Parce que peut-être qu'il a eu du mal aussi à adresser ces sujets. Donc, on va l'aider et on peut l'aider à mesurer le coût de l'inaction. C'est-à-dire, si je fais rien, parce qu'à chaque fois que je propose quelque chose, on me dit que tu n'as pas de budget, ben, on a par exemple une calculette chez Moka qui nous permet de mesurer, de chiffrer combien ça coûte de ne rien faire. Absentéisme, turnover, désengagement, etc. Donc ça, on peut le mesurer et arriver avec des chiffres. Et puis malheureusement, j'ai envie de dire par moment, d'ailleurs on l'a aussi chez certains de nos clients chez Moka, des clients qui deviennent clients, alors tant mieux, parce qu'après on les aide, mais en gestion de crise. Moi, en tant que DRH, je l'ai vécu aussi. À un moment, vous avez une crise dans l'entreprise. Une crise, ça peut être un décès, okay, ça peut être un suicide. Et là, c'est malheureux parce que, en fait, d'un seul coup, là, vous avez tous les budgets. Parce que là, votre comité de direction, il se dit, bah oui, en fait. Donc, pour éviter ça, j'ai envie de dire, mesurons pour faire en sorte qu'on ne soit pas en gestion de crise, mais qu'on soit bien en prévention primaire ou secondaire. Pour pouvoir effectivement aider. Et là, je vous ai mis sur cette slide les principales situations. Bien évidemment, outiller, responsabiliser les managers, ça passe par là parce que le RH ne peut pas tout faire. Il a besoin de s'appuyer sur un collectif. Et j'aime bien partir de l'idée qu'au départ, c'est un collectif volontaire. Donc, on peut faire des sensibilisations de webinaires, par exemple, à toute l'entreprise, mais on peut former vraiment des managers aux gestes qui aident à mettre en place la sécurité psychologique, à mettre en place des organisations sereines, parce que c'est eux qui vont le porter. Et on a appris que notamment le concept de sécurité psychologique, qui est un peu la base des organisations efficaces, elle est portée par des managers. Donc je peux avoir dans une équipe, ici dans l'entreprise, une équipe qui fonctionne vraiment bien, où les gens collaborent efficacement, parce que le manager met de la sécurité psychologique, puis à côté, l'inverse, parce que justement, je ne peux pas montrer ma vulnérabilité, je ne peux pas faire globalement tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Peut-être un dernier exemple en complément. C'est une pratique que j'ai recensée chez PwC, pour le coup, qui s'appelle, que j'ai appelé, puisque j'ai écrit un livre là, qui sortira en août, qui recense des pratiques concrètes d'entreprise pour engager les équipes. Donc on n'est pas en lien avec la charge émotionnelle des RH, mais ça le rejoint. Donc chez PwC, on a appelé ça démultiplier les oreilles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont eu toute une politique avec des référents sur différents sujets. Qui sont formés à être des points de contact pour leurs pairs potentiellement. Donc ça peut être sur les violences intrafamiliales, ça peut être sur le handicap, ça peut être, il y a eu différents sujets de gens qui se sont positionnés comme des oreilles pour leurs collègues et des points de passage derrière vers des professionnels. Je veux dire, quand vous avez des violences intrafamiliales, c'est pas votre collègue qui va résoudre le problème. Néanmoins, parfois, c'est plus facile d'aller parler à quelqu'un qui a un père que de tout de suite toquer à la porte du psy, de l'assistance sociale, etc. Et voilà, c'est une démarche que je trouve assez intéressante qui est faite dans leur entreprise. Et ça donne aussi du sens au travail de certaines personnes qui avaient envie de compléter leur métier quelque part avec quelque chose d'autre, parce que ces gens-là, c'est pas des RH, mais ils avaient cette appétence, cette affinité, peut-être un petit peu le collègue vers qui on se retourne souvent. Et ce qu'on a fait dans cette entreprise-là, c'est qu'on les a formés à mieux savoir réceptionner et orienter des personnes qui viennent naturellement leur parler, et qu'on a reconnu leur rôle. Donc voilà, de manière un peu systémique aussi, comment parfois on peut avoir des relais qui ne sont pas ceux auxquels on pense dans une entreprise.
C'est top, hyper intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser dans le chat. Il nous reste quelques minutes pour répondre sur les interrogations sur le replay. Il sera envoyé juste après le webinaire, donc vous allez le recevoir si vous avez loupé le début de cet échange. Alors, on avait un retour dans le chat qui était intéressant, qui n'est pas vraiment une question, Sylvie, mais qui est quand même, je trouve, intéressant sur la question d'être gentil, bienveillant, mais que ça n'empêche pas quand même de pouvoir poser ses limites parce que la charge, souvent, elle pèse peut-être un peu plus lourd quand on veut peut-être avoir ce côté gentil et bienveillant et prendre sur soi. Alors, j'ai envie de vous renvoyer à ce livre de Thomas Dansenbourg qui dit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Bien sûr qu'on se forme à la communication non violente et à dire les choses et à des feedbacks, mais ça ne veut pas dire que je m'éteins et que j'éteins mes émotions. Donc, oui, je peux être bienveillante et bien évidemment, dans la posture du DRH, on attend d'un DRH, enfin, dans la posture, je suis en train de construire quelque chose, mais on attend forcément quelqu'un qui sait manier la communication non violente, mais ce n'est pas être gentil, c'est dire ce que je ressens sans blesser l'autre. Okay. Et ça, c'est OK. Et plus je ferai des feedbacks justes, justement, en comité de direction, on n'attend pas de moi en DRH que je sois gentille en comité de direction. On attend de moi que je puisse dire des sujets, les adresser dans le même langage que mes pairs, directeur commercial, directeur marketing ou je ne sais pas quoi. Donc, juste poser des sujets, les adresser et peut-être qu'à ce moment-là, j'arriverai peut-être mieux à décrocher un budget et à avancer là-dessus. On nous demande du coup s'il y a des différences selon la taille de l'entreprise. Est-ce que si on travaille dans une grande entreprise, une start-up, un secteur en particulier, est-ce que selon vous, ça peut faire la différence ou pas ? Oui, forcément pour moi, parce que plus vous êtes dans une petite structure, moins il y a de moyens. Malgré tout, c'est difficile, c'est encore plus difficile. On peut être, quand on est dans des structures moins matures aussi, avec des lignes managériales qui sont moins outillées, qui ont moins d'expérience et donc qui ne vont pas prendre autant le rôle managérial qu'ils devraient. Et à l'inverse, quand on est dans une grosse structure, on peut être écrasé par le poids d'une organisation qui prend pas, a un peu de lenteur dans la manière de traiter des sujets aussi, quoi. Donc, les problèmes ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas où c'est le pire ou le mieux, mais c'est juste, je dirais, moi, de mon côté, que c'est pas les mêmes problématiques. Moi, j'observe chez les clients de Moka, on a vraiment des petites structures et des très grosses. On a vraiment de tout. On a des startups, on a des groupes industriels, on a des grosses banques. Et vraiment, le sujet de la santé mentale, il dépend vraiment de la capacité, si le DRH est parfois notre interlocuteur est DRH, parfois c'est le CEO, ça dépend, mais de cette alliance et de cette capacité, quelque part, à convaincre et de cette envie de faire bouger les choses. Et bien évidemment, nous, on aide à déstigmatiser la santé mentale. Je vous invite d'ailleurs, parce que ça peut aider un comité de direction à aller sur le podcast que fait un des deux fondateurs de Moka.fr qui s'appelle « Les secrets du mental ». C'est gratuit, c'est sur toutes les chaînes Spotify et compagnie. Et on y entend, en fait, Guillaume interview des grands champions, donc des gens, ils ont des médailles d'or, etc. Et non pas quand ils sont au sommet de leur gloire, mais quand ça a été dur pour eux. Et en fait, ça nous donne plein de clés sur comment je fais pour passer ces étapes, comment je me prépare. Et il y a plein d'analogies qu'en tant que DRH, on peut vraiment, en tant que DRH ou même en tant que patient, j'ai des patients qui parfois me disent « ça m'a aidé d'écouter ça ». Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'appuie, par exemple, plus sur mes forces que sur mes faiblesses. J'ai tendance à voir tout ce qui ne va pas. OK. Je voulais finir peut-être, moi, par ce côté-là. Par moment, en tant que DRH, c'est bien aussi qu'il soit là pour porter la voix, non pas toujours des problèmes, mais aussi d'un futur préféré. Globalement, si on fait ça, si on fait ça, si on fait ça, demain, voilà comment elle pourrait être notre société. Et donc, aider à se projeter un peu sur un monde meilleur. Parce que sinon, on prend un peu du plomb dans l'aile de toujours voir des sujets compliqués et négatifs qui viennent de toute façon. Hein. C'est ça. Voilà. Ça va faire du bien de finir sur cette touche optimiste, je trouve, et positive. Ça va être le moment de vous remercier pour pouvoir vous libérer à l'heure, parce que la pause déjeuner est importante pour prendre soin de soi aussi. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Anaïs. C'est un plaisir d'échanger avec vous. On vous a mis nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter sur la slide. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver
retrouver aussi sur LinkedIn. On est toutes assez connectées. Et donc, on vous dit à très bientôt du coup chez Mocaker, So Many Ways et Courrier Cadre. Et passez une très bonne journée. Et merci beaucoup pour vos échanges dans le chat. C'était chouette et on est ravis. Il y a beaucoup de retours, Sylvie et Anaïs, que c'était un temps qui fait du bien et que les gens se sentent moins seuls. Donc, on est déjà ravis de ces premiers retours et c'est là le plus important. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.